C'est un roman pour les plus jeunes qui a une grande qualité, c'est qu'en fait, il ouvre déjà aux plus jeunes les univers de la dystopie et de l'imaginaire sans explication, avec une économie de moyens assez incroyable. C'est très poétique, c'est très sombre et à la fois très doux. Il y a quelque chose qui est assez étonnant parce que toujours de manière assez sibylline, je trouve que dans ce livre, on arrive à aborder avec des enfants vraiment jeunes des problématiques qui sont quand même assez complexes, assez profondes. Et voilà, c'est un livre dans le livre. Enfin, il y a quelque chose de très étonnant dans cet ovni. Pour moi, c'est un ovni. Et oui, La Fée Maléfique de Disney. En fait, oui, j'avais des amis étranges. Je- Mais c'était la mieux dessinée, la mieux animée. Et puis, elle avait une voix française incroyable. Elle lançait même des sortilèges en alexandrin dans la version française, qui est quand même trop la classe. Après, moi, ce personnage, il m'intéresse aussi parce que il dit quelque chose. Il dit que dans un monde aussi aseptisé que celui de Disney, les méchants sont nécessaires et même désirables, puisqu'ils servent de faire valoir à l'univers des gentils qui serait absolument odieux s'il n'y avait pas les méchants en face. Et pour moi, ça dit aussi qu'en fiction pour la jeunesse, il faut de la nuance, de la subtilité pour ne pas rendre le mal nécessaire. Alors, la saga de BD Philémon, en réalité, je ne suis pas certain que j'aimerais réellement vivre dedans, parce que c'est quand même le monde de l'absurde et de la folie la plus totale. Mais je me souviens avoir été happé pendant des journées entières dans cet univers foisonnant, complètement ensorcelant. Et surtout, bah, là aussi, hein, finalement, je m'aperçois qu'il y a un lien dans tous les choix que j'ai faits, c'est que Fred parvient à donner une impression de richesse esthétique à ses univers, avec une économie de traits qui est vraiment très étonnante. En réalité, c'est très simple. Ah là là, oui. Alors pourtant, je pleure pas beaucoup, mais Véronique Olmy, le gosse, je pense que j'ai pleuré des litres de larmes tout du long en me demandant comment une écriture pouvait provoquer ça, et puis un personnage qui est incroyablement attachant. Euh, et puis Phantom Boy. Alors Phantom Boy, c'est un film d'animation qui a priori n'est pas fait du tout pour faire pleurer. Ou en tout cas, je ne sais pas quelle est l'intention première des réalisateurs et scénaristes, mais parfois on ne pleure pas que de tristesse, on peut aussi pleurer devant la beauté des idées, devant la beauté formelle. Et puis il y a aussi là, encore une fois, une très grande simplicité pour traiter de sujets très nombreux, avec plein de sous-couches dans le signifiant. Et voilà, enfin, ça m'a fait retrouver ce sentiment que j'avais enfant parfois avec certaines fictions, où j'avais un vrai désarroi de me dire mais ces personnages n'existent pas vraiment, et ils vont rester éternellement piégés dans cette unique histoire et on ne pourra jamais les connaître autrement. Les contes en général, alors cette illustration évidemment pour faire grandir, mais les contes en général et plus ceux de Perrault peut-être, mais parce que c'est le propre du conte en fait, c'est sa fonction de proposer des archétypes idéaux à atteindre et des valeurs qu'on aurait envie de défendre en soi-même. Et du coup, vu que c'est leur fonction de faire grandir, c'est logiquement ce qui m'a permis de quitter l'enfance plus sereinement que si j'avais pas eu les contes pour m'y aider.
Alors, c'est pas un personnage, c'est un couple, c'est Paul et Jessica Atreides dans Dune de Frank Herbert. Et quel couple, parce que c'est un couple mère-fils. Je trouve qu'ils sont assez uniques, en fait, parce que justement, c'est pas le couple Paul-Chani qui est mis en avant dans les films récents de Villeneuve. Le vrai couple dans le roman, c'est vraiment la mère et son fils. Et ce que je trouve dans ces deux personnages et qui manque un petit peu actuellement, enfin en tout cas qu'il ne faudrait pas perdre dans la littérature jeunesse actuelle, c'est justement d'être capable d'envisager des personnages principaux qui ne soient pas forcément des identificateurs, dans le sens où ils sont ambivalents, très ambivalents, et qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir un petit peu tout lisser, avoir des personnages sans trop de zones d'ombre, ou alors vraiment minimum pour qu'on puisse en faire un soi-disant identificateur pour le jeune lecteur. Et je trouve que c'est très, très réducteur et très problématique comme vision du lecteur, de penser qu'il a un cerveau aussi simple et basique que ça. Alors peut-être que le personnage qui me ressemble le plus dans les personnages de mes livres, ça serait Aurore, l'héroïne du Nuit de mon enfance. Je vous dirai pas pourquoi, parce que c'est probablement celle dans laquelle je me suis le plus déguisé, on va dire, où j'ai mis le plus de distance et de costumes différents par-dessus ce qui m'appartenait. Mais peut-être que là, comme pour Paul et Jessica Atreides, il y a aussi la fierté d'avoir imposé une héroïne qui ne cherche pas à plaire et à flatter le lecteur. Il y a pas mal de jeunes lecteurs qui vont ou d'adultes, c'est surtout les adultes, problématiques en général dans la littérature jeunesse, qui vont trouver qu'Aurore a quand même un sale caractère et en veut à tout le monde. Étant donné ce qu'elle a vécu, qu'on découvre au fur et à mesure, je trouverais très irréaliste et très méprisant de laisser croire que les gens qui ont vécu des traumatismes deviennent forcément des gentils à la Disney, et que les méchants sont les traumatiseurs. En fait, les traumatismes détruisent les personnes et détruisent la société, puisqu'après, ces blessures, tout le monde va en profiter. Donc on a un personnage qui trimballe des choses sombres et qui, du coup, est sombre aussi. Voilà. Alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est sans doute la carte de France de mes déplacements et extra-France parfois, mais de mes déplacements professionnels, où je mets une épingle rouge dans les villes où je me suis déplacé pour le boulot. En étant honnête, c'est ce qui résume le plus mon identité actuelle. Mais c'est aussi quand même... c'est pas uniquement au niveau du temps que ça me prend et du quotidien, c'est que je trouve que c'est aussi une partie de ce métier qui donne son sens à la littérature pour la jeunesse et à ce métier en particulier, bien plus que d'être derrière un écran ou sur les réseaux sociaux. C'est ce partage et ces échanges, ces rencontres et cette médiation culturelle aussi qui découle de l'œuvre de création. Et enfin, moi, je me rappelle vraiment que l'année du confinement était pourtant un moment où moi, j'arrivais à épuisement. J'avais fait beaucoup de rencontres et de salons. Et quand tout s'est arrêté, j'ai vraiment compris, je me suis dit, en fait, s'il n'y avait pas ça aussi, je ne ferais probablement pas ce métier. J'ai choisi la Villette parce que c'est pas loin de chez moi, donc le parc de la Villette à Paris, mais j'aurais pu prendre des rues, des transports en commun. En gros, la ville, là où il y a du monde, encore une fois, être au milieu des gens sans être avec eux, mais avoir cette énergie-là, sentir même à distance cet environnement-là, en fait. Moi, il ne faut pas me parler de paysages bucoliques, de silence de la nature, de chants d'oiseaux, tout ça pour l'inspiration. C'est pour moi un antidote absolu à l'écriture. J'ai besoin d'être environné par
par les gens, par une multiplicité de vies. Voilà, j'ai pas forcément besoin d'avoir toute la beauté du monde à ma disposition et qu'elle m'appartienne. Je la laisse aux autres.